Bonjour Christian. Grégory est ingénieur en construction, spécialiste en gestion de projets et maîtrise d'ouvrage. Comme parcours également, donc ECAM Bruxelles Synergy School en 2002, ingénieur industriel, donc section construction. En 2016, un exécutif master immobilier à Bruxelles. Et après ses humanités, donc il est parti en Virginie, aux États-Unis, pour une année à la Christ Church School. Voilà. Je vais pas trop m'attarder parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire parce que le sujet est super intéressant. J'ai lu son livre, c'est passionnant. Vous allez voir, il est extraordinaire et franchement, à lire avant de vous lancer dans la construction. Ça, c'est un bon conseil que je peux déjà vous donner avant celui de Grégory. Alors, c'est un guide en fait qui se base également sur des conseils et des astuces. C'est comme un guide de voyage et donc vous allez voir, vous allez voyager avec lui au travers de son livre. Grégory, je te cède bien volontiers la parole et on se retrouve d'ici 45 minutes. Merci Didier, merci donc à l'Ecofin Club pour l'invitation. Effectivement, aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon livre Le CEO et son projet immobilier, qui est paru en décembre 2020 aux éditions Edipro. Alors, comment ça se passe? Je pars d'une entreprise dont l'activité n'est absolument pas l'immobilier. Ça peut être une entreprise de chimie, ça peut être un bureau d'avocat, ça peut être une banque, une société industrielle, une société de services avec des bureaux ou un mix entre les deux. Et tout d'un coup, voilà, ils doivent construire un nouveau bâtiment ou acheter un bâtiment et le rénover ou construire une grande extension. Bref, réaliser un projet immobilier à objectif d'exploitation de grande envergure, peut-être de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Et à ce moment-là, l'objectif du projet n'est pas vraiment le bâtiment, mais c'est plutôt la performance économique de l'entreprise dans le nouveau bâtiment. Donc c'est ça qui diffère ce genre de projet de la promotion immobilière où le but est de louer ou de revendre le bâtiment à la fin. Et les objectifs du livre, c'est de conscientiser le CEO sur son rôle et ses responsabilités dans le cadre de ce projet et de lui donner les informations nécessaires pour qu'il puisse s'impliquer comme il le faut, pour qu'il sache d'abord lui donner les informations nécessaires, mais aussi qu'il sache ce qu'il doit demander, ce qu'il doit recevoir et comment il peut être satisfait ou non de ce qu'il a reçu. Le but étant d'éviter que le CEO ne se contente de déléguer la tâche à quelqu'un de sa société au profil peut-être technique ou financier, parce que cette réaction qu'on peut comprendre, parce qu'un CEO a un agenda assez chargé, a d'autres choses à faire, mais en fait cette réaction est à proscrire, et donc il faut encourager la participation et l'implication du CEO dans le projet. Alors, je me présente rapidement, donc j'ai 45 ans, j'ai commencé ma carrière en 2002 et j'ai travaillé pour plusieurs types d'employeurs. D'abord un entrepreneur et puis le bureau d'études d'une société qui fabrique et fournit des pièces pour la construction, puis une société de project management qui faisait aussi bureau d'architecture d'intérieur et du conseil en immobilier. J'ai travaillé pour un exploitant hôtelier, pour une entreprise de production, pour un exploitant de salle de spectacle, pour un développeur immobilier et un propriétaire terrien. Donc en fait, j'ai eu le point de vue de beaucoup d'intervenants du domaine de la construction au travers de mon expérience professionnelle. Et je me suis spécialisé dans la gestion de projet et l'assistance à maîtrise d'ouvrage depuis 2006. Et les projets dans lesquels j'ai participé, donc à différents niveaux, c'était au départ des aménagements de bureaux, j'ai travaillé sur un laboratoire de brasserie, des data centres, un casino, des salles de concert, des restaurants, des hôtels et même 2 centres commerciaux qui faisaient partie de bâtiments mixtes avec hôtels et bureaux. Donc effectivement, toutes ces expériences concernent aussi l'immobilier d'exploitation. J'étais chaque fois en contact direct avec les gens qui investissaient mais qui allaient ensuite occuper le bâtiment pour y exercer une activité économique. Et ça, c'est tout à fait en lien avec le sujet de mon livre. C'est pour ça qu'il y a une grande part de mon expérience personnelle qui s'y reflète. Donc, comme Didier l'a dit, je suis ingénieur industriel en construction de l'ECAM à Bruxelles. J'ai le master en immobilier, donc de l'Executive Master Immobilier, qui est un programme de 2 ans
réalisé conjointement par Saint-Louis, l'ICHEC et l'UCL. J'ai aussi une certification internationale en Project Management, le titre de PMP, donc Project Management Professional pour ceux qui connaissent. Je suis conseiller en prévention, je suis coordinateur sécurité, je suis dessinateur AutoCAD, donc c'est le logiciel de dessin utilisé par les bureaux d'études et les bureaux d'architecture. Et puis j'ai d'autres formations que j'ai suivies en langue, en informatique, en leadership. J'ai même une formation assez exhaustive en conception de câblage dans le bâtiment. Mais quelque part, toutes ces formations sont utiles dans mon activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage parce qu'elles couvrent beaucoup de domaines qui concernent directement la maîtrise d'ouvrage des projets. Alors, l'idée du livre est apparue en août 2014 lorsque je me suis inscrit à l'EMI, donc l'EMI, l'Executive Master Immobilier. Il fallait que j'arrive avec un sujet de TFE à peu près à la rentrée. Et je revenais de deux grands projets auxquels j'avais participé, où l'investisseur était aussi l'exploitant et l'occupant. Et malheureusement, pendant ces projets, moi je suis arrivé comme assistant à maîtrise d'ouvrage ou comme consultant, mais après la conception, donc un petit peu pour éteindre l'incendie. Et au final, ce projet, le budget a doublé, le délai était largement dépassé, et à la fin, les deux CEO ont été licenciés. Et les responsables internes, les project managers internes, il y en a un qui a fait un infarctus, bon il s'en est sorti heureusement, mais il a été out pendant quelques semaines, et l'autre qui a fait une dépression, entendez, il a été out aussi pendant quelques temps. Et je me suis posé la question, mais régulièrement pendant ces projets, quelles sont les causes de tout ça? On avait des bâtiments assez complexes techniquement, une exploitation assez complexe aussi. On se rendait compte que les instructions données à l'architecte étaient insuffisantes, et pas suffisamment détaillées, en tout cas au départ. Mais ça n'expliquait pas tout parce qu'on avait quand même pas mal de gens de bonne volonté dans le projet, notamment au niveau de la direction. Mais quelque part, en remontant l'arbre des causes de tout ce qui causait ces suppléments et ces retards, on arrivait finalement en haut lieu en se disant qu'il manquait effectivement du leadership, des instructions claires et précises, détaillées sur ce qu'on veut, enfin sur ce que l'entreprise, le client veut, donc le patron. Et on n'osait pas trop le lui dire, parce qu'aller chez un CEO et expliquer qu'il ne fait pas bien son travail et que son implication est incomplète, c'est assez difficile quand on est employé ou consultant de l'entreprise. Et donc, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais aider à résoudre ça? Et d'où est arrivée l'idée de ce travail de fin d'études, dont le titre était « Le guide du CEO pour réussir un projet immobilier », que j'ai écrit avec l'idée d'en faire plus tard un bouquin. Donc, dès le premier jour, j'ai commencé à prendre des notes en me disant un jour ça sortira parce que c'est dommage d'écrire ce genre de travail et puis que ça prenne la poussière dans une armoire d'une école. La formation s'est terminée en 2016, mais donc en 2016, comme l'a dit Didier, je suis maintenant depuis 2016 à Kigali au Rwanda. Alors le livre n'a rien à voir avec mon expérience africaine, j'en parlerai, mais enfin il n'a rien à voir. Le livre est vraiment axé sur la Belgique, sur l'univers de l'immobilier belge avec ses réglementations et ses pratiques. Donc après avoir présenté donc mon TFE en janvier 2018, je crois un an plus tard, j'ai été voir deux éditeurs qui m'ont refusé l'édition et puis j'ai encore laissé un peu du temps passer parce que je n'étais pas particulièrement pressé. Et on m'a parlé d'Edipro et j'ai contacté Edipro début 2020. Et en mars 2020, on est tombé d'accord verbalement sur un contrat d'édition. Et je pense que les prochains livres d'histoire qui seront édités raconteront comment le monde a changé en mars 2020. Ce fut le cas évidemment pour moi aussi. Je me suis retrouvé en home working en permanence et ma charge de travail a considérablement diminué. Donc j'avais du temps pour compléter ce livre, pour ajouter un ou deux chapitres, compléter d'autres chapitres, faire des corrections, etc. Et j'ai bien pris le temps de le faire, de me documenter et de vraiment peaufiner ce travail avec beaucoup de passion. J'ai rendu mon texte fin septembre. On a encore eu quelques échanges avec l'éditeur et le 6 décembre, le livre est paru en librairie.
Il fait 484 pages au format A5. Il y a 28 chapitres, mais dont en fait 20 chapitres de contenu si on enlève les introductions, conclusions, etc. Le premier chapitre donc, de contenu concerne la responsabilité du CEO. Chapitre important. À partir du moment où une entreprise se dit « Tiens, on voudrait faire un projet immobilier », même au moment où germe l'idée, cette entreprise porte la casquette de maître d'ouvrage. Et le CEO, en tant que personne, donc l'entreprise déjà commence à avoir des responsabilités à ce moment-là, légales, mais le CEO aussi, en tant que personne, va endosser quelques responsabilités à titre personnel. Alors, je détaille donc les obligations légales du maître d'ouvrage dans son ensemble, que ce soit une entreprise ou une personne. On parle de devoirs de renseignement, d'obtention du permis de construire, de recours à des professionnels, d'accès au chantier, de coordination des entreprises, de prise de décision, pas d'immixtion dans les domaines de compétences des professionnels, de paiement du prix et de réception des travaux. Chacun de ces points est détaillé, donc j'explique comment ça fonctionne, quelle est l'obligation légale qui se cache là derrière. Et puis, il y a aussi la liste des responsabilités et risques supportés par le maître d'ouvrage, donc les risques urbanistiques, le risque administratif, c'est-à-dire les servitudes, les troubles du voisinage, les domaines causés aux tiers, et puis la charge financière du chantier et la défaillance des contractants. À tout ça s'ajoute évidemment la sécurité et l'environnement. Donc tout ça est expliqué en détail, donc j'explique vraiment à quelle sauce va être cuisiné le CEO et le maître d'ouvrage dans son ensemble pendant le projet. Ensuite, j'explique les responsabilités financières du CEO, parce que si à la fin le projet est trop cher, quelque part, c'est le CEO qui en subit les conséquences, soit parce qu'il est propriétaire de son entreprise, soit parce qu'il a des objectifs vis-à-vis de son conseil d'administration. Donc, il faut savoir qu'il sera entouré essentiellement de gens, des consultants, des concepteurs et même ses employés, qui n'ont qu'une obligation de moyens par rapport au projet. L'obligation de résultat, celle de fournir un projet qui va permettre la performance de l'entreprise. Cette obligation, elle incombe finalement, quand on regarde, au CEO. C'est lui qui a pour objectif de rendre cette société performante. Ensuite, il y a les responsabilités stratégiques. La stratégie de l'entreprise va se retrouver dans le bâtiment. Donc là, il y a une obligation de bien communiquer les besoins et les objectifs pour éviter que toutes les questions remontent à lui aussi en cours de projet et pour que les choses soient bien claires. Il y a une responsabilité humaine et morale. À partir du moment où on commence un grand projet, on met en route une énorme machine avec plusieurs centaines, voire milliers de personnes impliquées directement ou indirectement à des niveaux divers. Et un projet mal géré qui ne se passe pas bien peut créer plusieurs problèmes. J'en ai parlé au début, on a parlé d'infarctus et de dépression, mais imaginez une faillite d'un sous-traitant ou une augmentation de cadence obligatoire qui peut avoir des répercussions sur la famille des gens, l'impact de bruit du chantier sur les voisins, enfin bref, et aussi sur les employés qui vont occuper le bâtiment après. Si leur environnement de travail n'est pas bon, ou si la performance de l'entreprise décline, ils vont avoir des inquiétudes et des risques pour leurs revenus. Donc il y a dans cette activité une responsabilité quand même humaine et morale de la part du CEO à bien prendre en compte. Et je termine par 2 chapitres sur la sécurité et l'environnement, toujours dans l'aspect responsabilité. Ces 2 chapitres sont évidemment importants parce qu'ils sont directement liés au CEO en personne. Là, j'explique, c'est assez exhaustif, mais j'explique comment ça fonctionne, la législation, les règlements, les principes. Et le but de l'explication, c'est non seulement que le CEO comprenne comment ça fonctionne, mais qu'il comprenne aussi qu'il ne faut pas se contenter du minimum légal, il faut essayer d'aller un peu plus loin parce que, d'une façon ou d'une autre, la sécurité et l'environnement contribuent à la performance de l'entreprise à la fin, à la performance du projet pendant son exécution, mais aussi de l'entreprise à la fin. Et donc, quelque part, toute décision d'aller plus loin que le minimum légal, c'est le CEO qui devra la prendre ou en tout cas la valiser. Donc, il faut qu'il soit impliqué dans ces aspects. Puis, il y a un chapitre sur la définition des besoins et la définition des objectifs. Au niveau de la définition des besoins, il faut bien être attentif à ne pas confondre les besoins et desiderata. Le but, c'est pas de dire je veux ça, j'ai envie de ça, il nous faut ceci. Non,
peut-être que c'est comme ça que l'entreprise a été créée, sur base d'intuition et de feeling. Mais en réalité, sur un grand projet immobilier, il faut être beaucoup plus scientifique dans son approche et donc bien être sûr que quand on demande quelque chose, cela correspond aux besoins intrinsèques de l'entreprise pour être performante. Le CEO va aussi devoir définir sa vision de la réussite, les critères de réussite de l'entreprise. Donc, est-ce que c'est des coûts les plus réduits possibles? Est-ce que c'est une grande flexibilité par rapport au marché? Est-ce que c'est le bien-être des travailleurs? Est-ce que c'est une haute technologie? Est-ce que c'est l'économie d'énergie? Quels sont les critères qui vont de réussite de l'entreprise? Et une fois que les besoins ont été définis, le CEO va devoir s'approprier ces exigences. Parce qu'il va peut-être demander à ses collaborateurs de l'aider à définir toutes ces choses, mais à un moment, quand tout sera sur la table, le CEO va devoir dire, bon, maintenant, ça, ce sont mes exigences, c'est moi qui demande que le projet se passe comme ça, pour que la société soit performante de cette façon-là dans le futur. Puis je termine par des exemples de ce qui se passe si le CEO laisse faire les choses et s'il se détache du projet. Il y a pas mal d'exemples, page 94 du livre, c'est assez intéressant à voir. Il y a quelques petits scénarios catastrophes qu'il faut absolument éviter. Ensuite, donc, je parle de la définition des objectifs. Les objectifs, donc, le problème, c'est qu'un peu chaque intervenant va mettre en avant les objectifs qui lui semblent importants. La conformité pour l'un, la sécurité pour l'autre, le budget, l'esthétique. C'est le CEO qui doit un peu maintenir l'église au milieu du village et faire la part des choses entre chacun des objectifs qui sont proposés. Je parle d'un document assez utile qui s'appelle la charte du projet, qui est un document que le CEO signe avec les autres dirigeants de l'entreprise en début de projet pour définir les hypothèses de départ, les objectifs, les exigences, les critères de performance, les moyens à disposition du projet, les contraintes, les risques identifiés, les dates jalons, le planning, le budget de base et les noms des responsables. C'est très intéressant de préparer ce genre de projet, de documents, parce que ça oblige tout le monde à se poser beaucoup de questions par rapport à la façon dont les choses vont se passer plus tard. Ensuite, il y a les objectifs à définir à 3 niveaux. Les objectifs de l'entreprise, les objectifs du bâtiment et les objectifs du projet. Pour les objectifs de l'entreprise, je commence page 102 avec une liste qui est une liste sur laquelle le patron peut se baser pour se dire, OK, bon, quels sont les objectifs de mon entreprise? Quels sont les indicateurs de performance de mon entreprise? Et là, donc, je propose toute une série de sujets de réflexion, de se dire, voilà, est-ce que c'est lié à la performance de la production? Et est-ce que celle-ci est liée au coût de production, ou au coût énergétique, ou au déplacement dans l'usine, ou aux frais d'entretien, aux frais de maintenance? Est-ce que c'est lié à la capacité de répondre aux demandes spécifiques des clients? Est-ce que la performance de l'entreprise est liée au coût de gestion, quantité du personnel nécessaire, coût des prestataires? Est-ce que c'est lié à l'efficacité du personnel, l'absentéisme, le turnover, l'atteinte des objectifs individuels? Est-ce que c'est lié au coût des assurances? Est-ce que c'est lié à la flexibilité des infrastructures? Enfin bref, il y a toute une liste comme ça d'éléments et au CEO de prendre là-dedans ce qui est important dans les indicateurs de performance de son entreprise. Ensuite, il faut définir les objectifs du bâtiment. Alors ça, on va revenir sur le chapitre de la conception qui est un peu plus loin. D'ailleurs, ce tableau que je propose, page 104, je le reprends dans les pages 300 quelque chose, plus loin dans la partie conception. Et puis, une fois qu'on a défini ça, il faut encore définir les objectifs du projet, du déroulement du projet. Donc, comment le projet va se passer pour qu'il se passe bien en termes de communication, d'utilisation des ressources, de planning, de budget, tout le contrôle qu'on peut avoir sur le planning, le budget, la qualité, la conformité, en termes de sécurité et d'environnement. Enfin bref, quels sont tous les paramètres de bon déroulement d'un projet et de nouveau donner des idées au CEO pour qu'il puisse donner ses instructions sur ces sujets-là. Le chapitre suivant concerne la gestion de l'entreprise pendant le projet. Il faut savoir qu'au départ, l'entreprise elle a une activité, son core business, et tout d'un coup, elle en a 2.
son core business et le développement immobilier. Et c'est pas rien. Tout d'un coup, l'entreprise devient une entreprise de développement immobilier. Ça demande beaucoup d'implications et de changements, notamment la mise en place d'une structure transversale pour que les personnes qui ont des rôles dans la société s'occupent aussi une partie de leur temps au projet, du projet et de sa conception notamment. Et donc, il faut définir les priorités, la répartition du temps de travail, etc. Il y a un travail de gestion des ressources humaines à faire, redéfinir les objectifs personnels, les formations nécessaires, voir ce qu'il en est en termes de récompense ou de valorisation de la contribution de chacun, parce que finalement, les gens vont être de bonne volonté, ils vont aider, mais ils vont se rendre compte que le temps qu'ils passent à travailler sur le projet n'aura pas beaucoup de valeur dans le reste de leur carrière, puisque ce n'est pas leur métier de faire de la construction. Je parle des objectifs aussi, ce qu'on appelle les objectifs SMART, c'est un acronyme en anglais pour dire des objectifs simples, mesurables, acceptables, utiles au projet, réalistes, temporellement définis. Chaque objectif doit faire l'objet d'un accord avec l'employé. Et donc là, je propose un canevas qui est utile à la fois pour le projet et aussi même pour la gestion d'une entreprise au jour le jour. Ensuite, je donne des conseils sur la communication, l'informatique, la confidentialité, l'emploi des langues, la prise de photos. Je parle des risques en cas d'imprévu et de changement, notamment dans la stratégie ou l'effectif de l'entreprise. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Est-ce qu'à un moment, vous allez vous retrouver le CEO va se retrouver dans la position de devoir décider entre arrêter ou continuer? Et là, j'insiste sur un des points qui est une bonne issue de secours, c'est de s'assurer qu'on construit un bâtiment qui ait toujours une valeur intrinsèque et une certaine liquidité pour d'autres personnes, en fait, une valeur pour d'autres occupants. Donc, faire un bâtiment qui est uniquement utile pour une seule activité, c'est un risque à considérer et peut-être à éviter. Ensuite, je parle de l'impact sur l'organisation de la société, le fait que les ressources de la société seront moins disponibles, les finances seront alourdies, le bâtiment actuel sera vieillissant, les équipements seront en fin de vie. Tout ça crée une certaine fragilité et un risque par rapport à la concurrence dont il faut tenir compte dans la gestion de la société au quotidien. Puis il y a un long chapitre sur les prestataires et intervenants. Donc je commence par montrer à quoi ressemble un organigramme d'un projet et à quoi il ne doit pas ressembler aussi. Je fais des rappels sur les contrats parce que les contrats avec les prestataires seront signés par le CEO notamment, ou indirectement en tout cas. Et je liste chaque intervenant en expliquant qui fait quoi, quelles sont leurs missions, qu'est-ce qu'il faut leur demander, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans leur contrat et sur base de quels critères on peut les sélectionner. Donc essentiellement, on parle de l'architecte, l'entrepreneur, le coordinateur sécurité, le project manager, mais il y a aussi les services incendie, le bureau de contrôle, les certificateurs, le géomètre et d'autres parties prenantes comme les actionnaires, les pouvoirs publics, les voisins. Donc j'explique un peu pour chacun ce qu'il faut savoir. Il y a un chapitre assez théorique sur la décision d'investissement et l'acquisition. Donc ça, c'est pour le cas où le projet consiste à acquérir un bâtiment et peut-être à l'aménager ou le rénover, que ce bâtiment soit acquis en termes de bâtiment ou via l'achat d'actions d'une société propriétaire du bâtiment. Donc, à ce moment-là, j'explique donc les différentes stratégies immobilières, acheter, louer, construire, sous-louer. Je parle du financement en général et là je donne une liste assez exhaustive des éléments que doit contenir le budget d'un projet, dans tout son ensemble, donc pas seulement la construction. Et il y a des choses à ne pas oublier parce que sinon ça vient comme des mauvaises surprises et on se rend compte que finalement on avait moins de budget que prévu pour construire et donc ça il faut surtout pas que ça arrive en cours de route, donc la liste est assez exhaustive. J'explique aussi ce que doit contenir une due diligence pour un bâtiment et pour une société, dans le cas d'achat d'une société propriétaire de bâtiments. Je parle des différentes opérations immobilières, le leasing immobilier, les étapes de la vente et les implications juridiques de chaque étape. Et puis finalement, en fait, la conclusion de ce chapitre sur la décision d'investissement et l'acquisition, c'est qu'il faut faire appel à des consultants spécialisés et surtout s'assurer de leur indépendance par rapport à tout objectif commercial vis-à-vis du maître d'ouvrage.
Il y a 2 chapitres ensuite sur le planning et le budget. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, avoir un regard critique par rapport à ce qui est communiqué et surtout que le CEO puisse aussi formuler des exigences par rapport à ces 2 éléments de reporting. Pour le planning, je parle de différents composants, le planning amont, les études, le chantier, la fin de projet, le planning d'occupation. Et j'insiste sur l'importance du planning amont dans la préparation. On entend souvent, oui, voilà, les études, ça va durer 6 mois. 6 mois, ça passe vite. Ça passe vite et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça passe plus vite que prévu. Donc, j'en parle dans les éléments, il faut en tenir compte. Je parle aussi des réalités du calendrier. Une année, c'est 365 jours, mais sur un chantier, ça correspond en fait à 183 jours de travail vraiment efficace. C'est un jour sur 2. C'est un peu surprenant, vous pourrez voir le calcul et les page 290 du livre. Mais c'est important de s'en rendre compte que finalement un chantier avance moins vite qu'on ne le pense. C'est une des causes aussi des délais supplémentaires parfois dans les projets, surtout par rapport aux attentes initiales, on va dire, des maîtres d'ouvrage. Au niveau du budget, donc je parle aussi au niveau des différents composants du budget, comment garder le contrôle, à la fois le suivi des dépenses et l'anticipation des surcoûts. Et puis, j'explique aussi comment éviter les suppléments. Les suppléments, évidemment, c'est le cauchemar de tout maître d'ouvrage. Il ne faut surtout pas compter, il ne faut pas trop compter sur la négociation ou sur l'autorité du maître d'ouvrage. Ça ne marche pas vraiment. Les suppléments, en fait, ont une raison d'être. Ils sont même parfois nécessaires. Ils sont souvent justifiés en cas de changement. Et finalement, les 2 mesures à prendre, c'est que d'une part, il faut être le plus précis possible dans la conception pour éviter des suppléments. Et aussi, une fois que le chantier a commencé, il faut être efficace dans la communication et dans la prise de décision pendant le déroulement du projet. Enfin, même en fait, pendant la préparation aussi, il faut être efficace dans la communication et la prise de décision. Alors, il y a un chapitre sur les assurances. Il y en a beaucoup des assurances et toutes ne sont pas obligatoires, mais elles font partie de la gestion du risque du projet, dont le CEO a la responsabilité. Donc, je parle de la responsabilité civile, la touriste chantier, la décennale, l'assurance contrôle, les assurances pour les prestataires, architectes, coordinateurs sécurité, géomètres, bureaux d'études, entrepreneurs, consultants. Il faut garder un œil sur toutes ces assurances tout au long du projet, au niveau de leur souscription, de la validité, voir qu'elles soient toujours valides même si le projet se prolonge, voir un peu ce qu'il en est au niveau de la franchise et du montant assuré, pour mesurer le risque, parce que quelque part, au travers de ces assurances, se situe le risque que vous prenez, enfin que le CEO prend pour son entreprise. Et puis il y a le chapitre de la conception. Pour moi, la conception, c'est l'étape la plus importante pour le maître d'ouvrage. Vous l'avez sans doute compris. Maintenant, je n'apprends pas au maître d'ouvrage à faire de l'architecture, mais je donne surtout les informations utiles pour qu'il puisse s'impliquer dans la conception, comprendre comment elle fonctionne et faire le lien entre cette conception et la performance de l'entreprise, donc donner les instructions nécessaires. Et là, je reviens sur les objectifs du bâtiment dont j'avais parlé tout à l'heure. Le tableau qui était en page 104 est repris aussi en page 327. Un outil assez utile que je conseille de garder à portée de main à la fois lorsqu'il s'agit de décider des objectifs de l'ensemble du bâtiment, mais aussi lorsqu'il s'agira de décider des objectifs d'une partie spécifique. Donc, une salle de production, une salle des machines, une zone de circulation, un espace de bureau. Voilà, quels sont les objectifs? Alors, pour en parler rapidement, donc dans les objectifs, il y a les fonctionnalités. Il faut être exhaustif dans la liste de fonctionnalités du bâtiment ou d'un local spécifique. La conformité, à quoi est-ce que ce bâtiment devra être conforme, les normes, etc., qui sont applicables. Et puis la durée de vie, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on pense que dans 10 ans, on va de toute façon déménager, ou est-ce qu'on pense rester dans 50 ou 100 ans au même endroit? Puis il y a les objectifs en termes de bien-être au travail. Qu'est-ce qu'on veut au niveau de la sécurité des personnes, de la santé, de la satisfaction, de la motivation, de la performance du personnel, jusqu'où on veut aller, on en a parlé tout à l'heure.
Il y a aussi la sécurité dans le sens security en anglais, donc l'accès, la propriété, le contrôle d'accès, la propriété, la confidentialité aussi en interne et en externe. En quoi c'est important pour la société et jusqu'à quel niveau de sécurité est-ce qu'il faut aller dans la conception. Évidemment, il y a les coûts, quel est le prix qu'on peut se permettre de payer pour le bâtiment et ou pour une partie du bâtiment. Évidemment, les coûts d'entretien, on voudrait qu'ils soient diminués, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à faire des efforts dans l'investissement initial pour que les coûts d'entretien soient faibles. Et surtout, une fois que la conception est en cours, c'est un point à vérifier, c'est quel va être le budget d'entretien du bâtiment. Et aussi la valeur de revente et la valeur de location du bâtiment. Est-ce que c'est un paramètre important? Est-ce que c'est un objectif important pour le bâtiment ou non d'avoir une valeur de revente importante à la fin du projet si jamais il y a un changement de cap. Puis il y a les aspects environnementaux, évidemment, jusqu'où est-ce qu'on va au niveau de l'empreinte écologique de l'activité et du chantier. L'évolution du bâtiment en termes de flexibilité, en termes d'aspect future-proof, qu'est-ce qu'on veut pouvoir, jusqu'à quel point on veut que le bâtiment puisse être flexible dans son utilisation, qu'on puisse transformer, on parle souvent des bâtiments où on transforme des bureaux en logements ou en hôtels. Est-ce que c'est quelque chose qu'on demande ici aussi, de pouvoir faire autre chose un jour dans le même bâtiment? Et le dernier point, c'est l'image de l'entreprise en interne et en externe. Est-ce qu'on veut une entreprise, par exemple, voilà, on voit des sociétés donc, qui ressemblent à des hangars où il n'y a pas de logo, où il n'y a rien, parce que le but de l'entreprise, c'est la discrétion. Puis on en voit d'autres où il y a un gros logo visible depuis la rue principale parce que justement, il y a besoin d'une certaine visibilité ou de publicité. Une entreprise peut demander d'avoir un bâtiment très futuriste dans son design pour montrer qu'elle est en avance sur la technologie. Une autre peut demander un design très vert pour montrer son implication dans le respect de l'environnement. Donc voilà, là, il y a aussi des objectifs à déterminer pour le bâtiment ou pour chaque pièce. Et donc, cette liste que j'ai élaborée, je conseille de l'avoir vraiment sous la main, elle n'est pas très longue. Et dans les groupes de travail, de se poser la question, ben voilà, pour chaque département, pour chaque activité de la société dans le bâtiment, quels sont les objectifs qu'on va déterminer. Ensuite, toujours dans la partie conception, je parle des étapes de la conception, les études préliminaires, l'esquisse, l'avant-projet, les projets définitifs pour les appels d'offres. Je liste aussi les démarches administratives auxquelles vous serez confrontés. Il y en a 21 dans ma liste, évidemment, tout n'y est pas, mais au moins ça montre qu'il y en a beaucoup et qu'il y a du pain sur la planche. Et puis j'explique comment fonctionnent les plans d'architecture. C'est pas évident à expliquer dans un livre où il n'y a que du texte, mais bon, j'essaie quand même d'expliquer comment fonctionne un cartouche, le principe des layers et des layouts sur AutoCAD. Bon, voilà, c'est une petite introduction. Je pense que de toute façon, le CEO a besoin d'un cours sur le sujet et je l'encourage vivement à se familiariser avec la lecture de plans. D'autant qu'en plus, quand il y a des différences ou des désaccords entre plusieurs documents, notamment entre un contrat et un plan, c'est le plan qui prime. Donc, c'est quand même important de bien comprendre ce qui y figure. Ensuite, toujours dans la conception, j'explique comment définir la capacité d'un bâtiment. On dit souvent, tiens, voilà, un bâtiment, il a une capacité de 1000 personnes. Ok, très bien, mais c'est 1000 personnes suivant quels critères? Suivant l'évacuation en cas d'incendie, suivant la ventilation, suivant les mètres carrés réglementaires, suivant les critères de confort, suivant le mobilier. En fait, pour chaque bâtiment et pour chaque étage ou chaque pièce ou partie du bâtiment, pour déterminer la capacité, il faut déterminer la capacité sur chacun de ces sujets. Donc, il y a des colonnes avec chacun de ces sujets. Et il faut s'assurer, évidemment, que les chiffres sont cohérents. C'est dommage de dire qu'au niveau réglementairement, on peut mettre 1000 personnes dans un bâtiment. Enfin, au niveau confort, par exemple, on peut mettre 1000 personnes dans un bâtiment, mais au niveau des évacuations, on perd 15% de capacité parce que les évacuations sont un peu sous-dimensionnées. Donc là, il faut quand même être attentif à ne pas se faire piéger. Et puis, j'ai un chapitre sur les circulations. C'est une liste que j'ai développée aussi des circulations à étudier en conception.
soit d'abord au départ dans la définition des objectifs, mais ensuite après dans le contrôle des plans. Alors les circulations, c'est quoi? C'est les personnes, les visiteurs, le staff, les personnes d'entretien, les pompiers, les livraisons, les déchets, les véhicules, les ascenseurs, les fluides, l'eau, l'air, les fumées, les odeurs, le gaz, les ondes, le son, la lumière, l'électricité, puis les circulations sur chantier. Donc, sur base de cette liste, le CEO peut distribuer les tâches pour définir les besoins et aussi pour plus tard contrôler la conception. Puis il y a un chapitre où j'explique à quoi ressemble une liste de portes et de locaux, qu'est-ce que ça doit contenir. Donc il pourra vérifier sur base de ça si toutes les informations sont complètes ou la faire vérifier par quelqu'un. Je parle de la sécurité incendie aussi et du principe de compartimentage. Je liste les fonctions techniques du bâtiment sans toutes les expliquer parce que sinon là j'étais parti pour encore quelques dizaines de pages en plus. Je parle de la notion de confort. Je parle du bordereau et du cahier de charge pour expliquer comment tout ça fonctionne en conception. Donc vraiment le but c'est un but d'initiation du CEO sur ces aspects. Ensuite il y a 4 chapitres plus courts, un sur le permis de bâtir, un sur les appels d'offres et la sélection des entreprises, un chapitre sur les contrats, important parce que les contrats, c'est le CEO qui les signe, donc il doit comprendre les différents types de marchés, marché public, enfin bon, là ce sera sans doute un marché privé dans ce cas-ci, mais voir un petit peu en quoi c'est différent, les contrats d'entreprise générale, les contrats en lots séparés, le design and build ou le turnkey, ce qu'on appelle le DBFMO aussi. Bref, tout ça, c'est pour l'informer sur les différents types de contrats. Et puis les paiements, il y a aussi un chapitre sur les paiements, donc quelles sont les méthodes de paiement, forfait, quantité présumée, les régies, et les différentes étapes du paiement, l'avance au démarrage, les états d'avancement, garantie et cautionnement. C'est important parce que, donc, comme je dis au tout début, le paiement est une des obligations légales du maître d'ouvrage. Donc, il doit bien comprendre ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire et comment tout ça fonctionne, parce qu'effectivement, c'est le CEO qui va signer les factures à la fin. Voilà, puis il y a un chapitre sur l'exécution. Alors, donc il y a 28 chapitres dans le livre. Le chapitre sur l'exécution, c'est le chapitre 20. Ça montre l'importance que j'accorde à tout ce qui est en amont de l'exécution. Mais bon, ce chapitre n'est pas un cours sur la construction. C'est surtout focalisé sur ce à quoi le CEO sera confronté pendant le projet. Je parle un petit peu de la déclaration de chantier, du journal des travaux qui peuvent être intéressants, et puis surtout des réunions de chantier et des rapports de réunion que contiennent ces rapports, que doivent contenir ces rapports, surtout comment ils doivent fonctionner. C'est intéressant d'avoir une bonne structure. Et le but, c'est que le CEO se sente à l'aise de venir de temps en temps participer à une réunion de chantier et que s'il y vient, il puisse aussi garder une certaine ascendance par rapport à ce qui s'y passe et ne pas être perdu et celui qui ne comprend rien et qui ne sait pas qui est qui. Non, il faut quand même qu'il puisse venir avec certaines choses et donc je donne quelques trucs à ce sujet. C'est important qu'il puisse s'assurer que ces réunions sont efficaces, que la communication est bien passée, parce que c'est un des paramètres qui va déterminer la performance du projet au final. Voilà, et alors je termine par la facturation et les avenants, comment tout ça se présente, comment tout ça fonctionne, puisqu'effectivement c'est aussi lui qui devra à un moment quelque part valider les grosses factures. Et puis on termine par les chapitres de fin de projet, la réception provisoire, important pour le CEO parce qu'il signe là un document où il dit qu'il est satisfait de ce qui a été réalisé. Donc il faut qu'il comprenne bien les tenants et aboutissants, notamment au niveau juridique. J'ai un chapitre sur les documents à recevoir, donc le dossier as-built notamment avec une liste page 466 qui permet de vérifier s'il est bien complet. Le plan de sécurité, le journal de coordination, le dossier d'intervention ultérieure et puis les autres documents internes qui doivent être conservés. Donc j'explique un peu en quoi tout ça, de quoi tout ça consiste et pourquoi c'est important de bien les archiver, les conserver. Chapitre suivant, c'est sur le déménagement, l'occupation dans le nouveau bâtiment et les premières étapes de maintenance. Il y a des choses à savoir parce que la maintenance va être un petit peu
en porte-à-faux avec le chantier, enfin en relation avec le chantier. En fait, il est important de bien connaître la fin du projet pour bien définir les choses au début. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne par rapport à ce livre. Il ne faut pas le lire en fonction des étapes qui arrivent. Il faut, au tout début du projet, le lire au moins une fois en entier jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des éléments à la fin dont vous aurez besoin pour bien gérer les choses dès le début. Ensuite, le chapitre suivant, c'est la gestion des anciens bâtiments, être attentif notamment à la notion de pristine état quand on est locataire, dans la remise en état. Et puis le dernier chapitre, c'est la réception définitive des travaux. Voilà, je suis dans les temps, alors je vais conclure. Finalement, l'objectif de ce livre, c'est bien de sensibiliser le CEO à l'importance de son rôle, de le familiariser avec ce à quoi il va être confronté, le vocabulaire, c'est beaucoup de vocabulaire nouveau pour lui, les intervenants, les documents, les procédures, les étapes du projet. Le but est de lui donner quelques outils qui vont lui permettre de tenir les rênes du projet. Et donc là, il y a pas mal de listes dont j'ai parlé, qui sont des outils vraiment à garder à portée de main, surtout en phase de conception. Je termine par dire que ce livre ne fait pas du lecteur un spécialiste. Il faut vraiment faire appel aux experts pour l'aider. Mais le livre aide notamment à savoir ce qu'il doit leur demander, ce que le CEO doit leur demander. Alors le public cible du livre ne se limite pas au CEO. En fait, il peut être utile à tous ses conseillers et ses principaux collaborateurs, le directeur financier, le DRH, le directeur opérationnel, et même le conseil d'administration. Idéalement, il faudrait que le conseil d'administration lise aussi le livre pour que tout le monde soit au même diapason par rapport à ses connaissances et au travail qui sera réalisé et aux choses à mettre en place. Voilà, je pense que pour finir, que mettre cet ouvrage dans de bonnes mains et au bon moment, ça peut permettre à des entreprises d'épargner des millions d'euros. Ça dépend évidemment du montant du budget initial du projet, mais ça peut aller jusque-là. En tout cas, dans mon expérience personnelle, je pense que si les CEO que j'ai rencontrés avaient lu ce livre avant de commencer, ils auraient certainement épargné quelques millions d'euros. Et donc, ça permet, in fine, à nos entreprises d'être plus performantes et plus compétitives par rapport à leurs concurrents, ce qui est aussi un atout non négligeable. Voilà, c'était mon premier livre. C'est mon premier livre. Ceci est aussi ma première présentation du livre, donc c'est sûrement perfectible. J'espère que ça vous a plu. Et on est parfaitement dans les temps, donc place à vous maintenant pour les questions. Je suis à votre écoute. Merci Grégory. On va d'abord t'applaudir. Le premier, c'est très bien. Moi, je vais quand même remontrer ton livre, quand même, qui est passionnant. Vous pouvez donc le trouver en fait chez Club, mais il faut le commander. Voilà. Il est là, chez lui, chez moi. Oui. Oui, qu'il est passionnant à lire. On le trouve partout, à la FNAC, sur Amazon, on le trouve même sur le site de l'éditeur aussi, c'est parfois le plus facile. Et dans les bonnes librairies, vous pouvez le commander, il apparaît dans leur système. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a même une librairie à Kigali qui en dispose. Donc, on peut vraiment le trouver partout. Très bien. Dans les besoins, je vais noter notamment une phrase que vous avez citée, donc ne pas définir correctement les besoins et les exigences au départ est une des causes principales de l'échec du projet immobilier. Vous pouvez en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, parce que si on ne définit pas correctement les besoins, on ne crée pas, on ne fait pas des plans corrects. Finalement, l'architecte va se lancer dans la conception, il va faire des plans, et puis il va faire des suppositions là où il n'a pas suffisamment d'informations, ou alors il va se contenter de l'information dont il dispose. Par exemple, s'il a fait une visite des bâtiments existants avant pour s'en inspirer, il y a certaines choses qu'il ne va pas voir, notamment dans tout ce qui concerne les circulations, l'activité.
Et puis, l'architecte ne peut pas non plus voir quelles sont les idées par rapport au futur du bâtiment. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas évidentes à percevoir s'il n'y a pas une approche méthodologique. Et cette approche doit se faire dès la définition des besoins de l'entreprise, des besoins du bâtiment et des besoins du déroulement du projet. Merci. Deuxième petite réflexion avant de céder la parole à nos participants et à nos membres. Donc, en page 51, on parle notamment de l'impact, évidemment, du Covid, où on fait le parallèle entre les années 90, 2000, 2010, 2020, où en 1990, c'était la sécurité de l'entreprise qui était importante également sur le chantier. En 2000, c'était la réglementation et le respect de l'environnement. En 2010, on est passé par le terrorisme et les craintes d'attentats. Et en 2020, on est aux réglementations sur les chantiers pandémie. Évidemment, distanciation sociale, partage d'outillage, utilisation des sanitaires, le bâtiment lui-même. Je crois qu'il y a une grande réflexion aussi à développer par rapport à cette nouvelle problématique, je dirais, en termes de construction. Tout à fait. Donc là, je me projette un peu dans le futur qui est déjà présent en fait. Effectivement, on a vu que il y a eu souvent des changements dans la réglementation liés à la construction et au développement immobilier, et nul doute que la pandémie va entraîner des nouvelles réglementations ou en tout cas des nouveaux standards de construction. Et donc là, quelque part, je fais un peu Madame Irma avec sa boule de cristal en disant, tiens, voilà, moi, de mon point de vue, quelles sont les évolutions que je vois arriver. Et effectivement, on en parle déjà dans la conception des immeubles de bureaux, les new way of working, des choses comme ça, intègrent cette conception. Mais par exemple, dans la ventilation, aujourd'hui, on a beaucoup de ventilation qui fonctionne de façon assez horizontale dans les plateaux. Alors qu'idéalement, elle devrait être verticale, c'est-à-dire que l'air arrive sur une personne et elle est repompée par au-dessus ou par en dessous, sans être distribuée chez les autres pour éviter la propagation de bactéries et de virus. Comment est-ce que tout ça va évoluer? Je ne sais pas. Mais aussi sans doute que les ventilations des bâtiments assez simples, des usines, des bureaux, vont se rapprocher beaucoup plus de ce qu'on trouve dans les hôpitaux et dans les industries plus exigeantes, justement, pour filtrer tous ces potentiels virus. Il y a sûrement des démarches commerciales derrière tout ça, donc, et politiques. Ça va venir, je pense que ça va venir, je ne sais pas encore dans quelle mesure, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on construit, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des nouvelles réglementations qui arrivent, et donc le côté future-proof dont je parle, il est important en fait. Il est important pour le bien de la société cliente tout au long de sa durée. Parfait, merci pour la réponse. Nathalie Descnef a une question pour toi. Merci. Merci Grégory pour la conférence et pour avoir plusieurs clients qui sont en train de construire ou qui vont commencer à construire. Je pense que votre livre est vraiment le bienvenu. J'ai une question par rapport au niveau technique. Sur une échelle de 1 à 10, où évalueriez-vous la difficulté de la lecture du livre? Honnêtement, il y a des chapitres un peu plus chauds que d'autres. Ça dépend lesquels. On va le voir. Donc le chapitre sur la sécurité, voilà, il y a quand même quelques aspects juridiques. Je reprends quelques textes de loi, des extraits de textes de loi. Tout le chapitre sur la décision d'investissement, lui, est vraiment très technique. Là, on peut dire qu'il est quand même à 7 ou 8. Par contre, la partie sur la conception c'est beaucoup plus de la vulgarisation et la définition des besoins, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais j'ai vraiment écrit ce livre en me disant, le lecteur, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. J'ai assez rencontré de gens, justement des clients qui au départ n'y connaissaient rien, n'étaient pas du tout spécialisés dans le domaine, et je sais à quel point notre jargon peut être du charabia pour eux, et donc il faut vraiment être très prudent
Et j'ai vraiment essayé de faire en sorte que le lecteur puisse être monsieur et madame tout le monde. Voilà, sachant que c'est une personne avec une responsabilité, mais ça n'en fait pas pour autant quelqu'un nécessairement de spécialisé dans la construction. Donc vraiment, j'ai essayé d'être le plus léger possible. Et bon, j'ai pas tout expliqué. Quelque part, j'ai dit aussi que le CEO, à un moment, doit faire l'exercice de se rapprocher de spécialistes et d'experts avec qui il va travailler et de leur poser les questions. Donc aussi, ce livre permet au patron déjà d'identifier certaines questions qu'il a à se poser ou à poser à d'autres. Je ne réponds pas à toutes les questions dans le livre, mais en tout cas, je les soulève, je lui permets de les soulever. Parfait. Merci Grégory. Je pense que c'est vraiment ce point qui est important, c'est que le CEO sache exactement à quoi il doit s'attendre et surtout ce qu'il doit anticiper et les questions qu'il doit poser. Donc, est-ce que Didier, tu pourrais indiquer les références du livre dans le chat si c'est possible, parce qu'à l'écran, je n'ai rien vu. Oui, bien sûr, on va le faire. Alors, je passe également la parole avec plaisir. Cécile, de t'écoutant. Oui, bonjour et merci pour cet exposé. Vous avez parlé beaucoup de la conception, c'est vrai que c'est un élément essentiel et les projets des fois sont longs. Est-ce que vous abordez dans le livre le fait que pendant la conception, les conditions dans lesquelles la conception a été faite changent et donc ça amène un changement dans la réalisation du projet immobilier et comment c'est traité? Oui, j'en parle. Effectivement, je l'ai dit d'ailleurs, j'en parle sur l'impact des changements qu'il peut y avoir dans l'entreprise, dans sa stratégie, notamment en cours de projet, dans le personnel, par exemple aussi le staff. Il peut y avoir des personnes très importantes au projet qui tout d'un coup démissionnent ou s'en vont et partent avec des informations utiles sur l'historique du projet. Donc à la fois, j'insiste sur la documentation de l'historique du projet, la documentation des décisions, d'où notamment cette fameuse charte du projet qu'il faut non seulement créer au départ, mais mettre à jour au fur et à mesure, qui est un outil assez intéressant. Donc oui, effectivement, j'en parle. Et alors, je parle aussi même du cas le plus catastrophique, celui où on se dit à un moment, mais en fait, finalement, le projet... les choses ont tellement changé que c'est plus ce qu'il nous faut. Et on se retrouve avec un début de bâtiment là sur les bras, le gros œuvre qui a commencé, des financements, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et ma suggestion, c'est vraiment de faire en sorte que le bâtiment qu'on crée garde toujours une valeur pour d'autres personnes, une valeur de revente, une certaine liquidité en fait, pour que si jamais vraiment il y a un gros changement ou même une faillite simplement de l'entreprise, on puisse continuer à construire le projet et puis le revendre et que ça reste quand même une opération rentable. C'est quand même toujours plus facile en cas de crise d'avoir sur les bras une opération immobilière rentable que d'avoir quelque chose dont on ne pourra rien faire par la suite. Donc vraiment, je conseille d'éviter construire un bâtiment à usage unique dans ce cas de figure. Okay. Voilà, ça c'est principalement les sujets que j'aborde. D'accord, merci. Alors, une question, M. Delès. Voilà, merci Didier avant tout pour l'invitation, puisque c'est ma première expérience ici avec vous. Grand merci aussi à Grégory. Donc le livre, dans tous les cas, la Bible des projets immo me semble dans tous les cas très appétissante. On va certainement donc l'acquérir. Nous nous sommes spécialisés en fait dans la circularité économique bas carbone. Et nous travaillons donc dans de nombreux projets immobiliers. Je voulais vous demander, dans le livre, abordez-vous déjà ce principe, notamment dans le cas de la conception des bâtiments, l'allongement de la durée de vie, le choix des matériaux, notamment des aspects inhérents à l'énergie comme la mutualisation de la production à l'échelle de quartier, dans le cadre, je pense, surtout de bâtiments à bureaux. Voilà, donc je voulais savoir si vous l'abordiez déjà dans votre livre. Disons que oui et non. Je ne rentre pas tellement à ce point dans le détail puisque
le lecteur peut avoir une multitude de différentes activités, mais comme j'ai dit, il y a des listes que j'ai mis au point sur les sujets et les questions à se poser par rapport aux objectifs à définir pour le bâtiment, pour l'entreprise et pour le projet. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que le patron prenne ces listes et pour chaque sujet se dise, OK, bon, mais quel est, dans mon cas de figure, quels sont les objectifs que je dois déterminer, quels sont les objectifs à atteindre, à la fois pour la performance de mon entreprise dans le futur et aussi pour la performance du bâtiment, simplement en tant que bâtiment. Donc, je ne vais pas aussi loin là-dedans, mais effectivement, les questions que j'ai présentées dans ces listes, les points que je présente dans ces listes, amèneront inévitablement le patron à se poser les questions sur ces sujets. Et comme je le dis, effectivement, il doit à un moment s'entourer des consultants nécessaires qui lui-même vont l'influencer peut-être sur les détails et sur les solutions spécifiques à ses besoins. Ok. Mais sinon, nous sommes très ouverts parce qu'il y aura... Je pars vraiment du début de la pyramide. Je pars vraiment du début de la pyramide, c'est-à-dire vraiment de la question initiale du patron qui se dit mais qu'est-ce que je dois demander à qui, quels sont les sujets que je dois aborder, etc. Donc, sans aller trop loin dans les réponses, sauf sur quelques sujets sur lesquels j'avais une expérience plus personnelle et qu'on rencontre plus souvent. Mais voilà. Vous aurez certainement des réactualisations, nouvelles éditions, j'imagine, pour une Bible pareille. Oui, alors, donc il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc effectivement, c'est une première édition qui est parue. Moi, j'ai relu ce livre entièrement moi-même et j'ai des notes un peu partout, de choses que, voilà, parce que je suis un perfectionniste. Effectivement, pourquoi pas. Maintenant, il faut vendre la première édition. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a aussi le potentiel de rédiger ce livre pour d'autres marchés que la Belgique francophone. Déjà, simplement le traduire en néerlandais, pourquoi pas, c'est le plus facile, mais malgré tout, c'est pas juste une traduction, hein, ça ira un peu plus loin. Mais par exemple, si je voulais atteindre le marché français avec ce livre, en fait, il faudrait presque le réécrire, hein, en tout cas dans une grande partie, parce que moi j'ai travaillé avec 2 entreprises françaises ici en Afrique et c'est beaucoup de différences par rapport au langage utilisé. Donc, par exemple, ici dans le livre, je parle de l'article du formulaire 30 bis. Forcément, en France, ils ne savent pas ce que c'est parce que ça ne les concerne pas. Maintenant, j'ai eu un jour un Français qui m'a demandé si j'étais disponible pour une mission de maître d'œuvre exécution. J'ai dû aller sur Google pour comprendre ce que c'était parce que je n'avais jamais entendu ce terme-là de ma vie. Donc, mais oui, mais donc il y a quand même beaucoup de différences entre les deux. Donc, il faudrait vraiment traduire du français belge au français français pour le livre. Et donc, c'est pareil, si on voulait l'écrire pour l'Angleterre ou les États-Unis, ce seraient 2 livres différents. Donc, voilà. Mais tout ça, bon, c'est pas encore... essayons déjà d'abord de voir ce qui va donner sur le marché belge dans un premier temps. Merci. Alors, pour tout le monde, j'ai mis dans le chat le lien du livre sur le site de l'éditeur. Et j'ai mis mon adresse email aussi, donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, c'est pour ceux qui auraient des questions qui n'auront pas eu le temps de poser. Grégory, vous avez également une actualité future qui sera peut-être bouleversée? Oui, mais donc voilà, je viens de passer 5 ans au Rwanda. C'était une magnifique expérience et ça se termine. Je rentre vendredi de la semaine prochaine avec toute ma famille, avec armée bagages et l'avenir est encore incertain, à la fois géographiquement et professionnellement, puisque je suis en discussion avec des gens dans des pays un peu exotiques, mais aussi en Belgique et au Luxembourg en fait. Donc rien n'est concret.
Bon, pour tout ce qui est l'étranger, j'attends un peu de voir, mais évidemment, la crise aidant, faire venir un expatrié avec toute sa famille, c'est de moins en moins facile. Donc, il y a des opportunités, mais voilà, je reste prudent par rapport à ça. Et sinon, en Belgique, déjà, à partir du livre, je pourrais peut-être avoir une activité, et puis on verra ce qui arrive. J'ai aussi quelques contacts, mais de toute façon, je ne lancerai mes recherches qu'une fois arrivé sur le sol belge, et être allé boire un verre en terrasse, bien qu'ici on peut le faire depuis plusieurs mois. Voilà. En tout cas, vous serez le bienvenu chez Ecofin Imo Club, puisque nous avons des clubs un peu partout, notamment également au Luxembourg. Et le 25 novembre, on aura une journée spéciale dédiée à l'IMO. Ce sera l'IMO Vision Day, donc ce sera également bientôt annoncé chez Ecofin. Donc là aussi, voilà, il y a peut-être des collaborations possibles, notamment en fonction du livre, oui. En tant qu'orateur. Voilà. Et donc, s'il y en a parmi vous qui ont des questions à me poser ou qui veulent me voir sur le sujet, sur le livre, bien donc à partir du 24 mai, je serai plus proche. Je serai 8000 km plus proche de vous. Voilà, bientôt le 24 mai en Belgique, et ce sera également donc enregistré, filmé comme régulièrement chez Ecofin. Donc vous aurez l'occasion de redécouvrir également la vidéo et la partager avec vos connaissances à partir de la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour, mais la semaine prochaine certainement vous aurez l'occasion de la revoir sur YouTube et sur notre chaîne Ecofincom, qui est à votre disposition également pour les membres. Voilà, un tout grand merci Grégory. Il est 12h02, donc nous avons absolument bien respecté notre timing, comme d'habitude chez Ecofin. Nous on se rejoint éventuellement demain pour les relations presse, conférence également intéressante entre 11h et midi avec Takaneo et Camille Martins, donc à 11h précise. Donc si vous voulez encore vous inscrire, c'est ouvert, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et nous on se rejoint très bientôt, j'espère Grégory en Belgique alors, et peut-être retourner à Montvert, à une bonne terrasse à Bruxelles. À bientôt. Ça va, merci beaucoup Olivier, à bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir.